Donc, pour commencer gaillardement, donc moi je suis Agatha Livin-Bazin. Je suis en 4e année de thèse, autant dire que je suis en mort cérébrale. Donc je suis à la fin de mon contrat, donc je suis dans la partie rédactionnelle dans mon travail. Et le but de mes études, c'était de regarder l'importance du lien social chez donc une famille d'oiseaux, de la famille des corvidés, les choucas, et une autre famille d'oiseaux qui est celle des perruches calopsites, qui appartient à la famille des perroquets. Et l'idée, c'était donc de voir en quoi la force du lien social, c'est-à-dire des animaux qui sont frères et sœurs, qui sont amis, qui sont en couple, est-ce qu'ils vont avoir tendance à s'entraider, est-ce qu'ils vont être plus sympas avec ces partenaires-là qu'avec des oiseaux du groupe social avec lesquels ils n'ont pas particulièrement de lien. Voilà. Donc c'était pour me présenter. Donc aujourd'hui, ce que je veux, c'est vous parler d'oiseaux et vous dire qu'ils ne sont pas si bêtes qu'on le pense. Donc comme je vous le disais, dans la langue française et ailleurs, souvent les oiseaux, dans les expressions que l'on utilise parfois dans la vie de tous les jours, ils sont pas forcément vus de manière très positive. Donc j'avais l'exemple de faire l'autruche, avoir une tête de linotte. Donc je vous ai dit, la linotte c'est un petit passereau qui est très joli, qui ressemble à ça. Répéter comme un perroquet, souvent ça veut dire quand même qu'on répète bêtement sans trop réfléchir. Être le dindon de la farce, être le pigeon, c'est-à-dire que clairement on s'est fait avoir. Ou avoir une cervelle d'oiseau ou de moineau. Donc tout ça, c'est quand même pas très... Il y a aussi Bécasse, que j'ai oublié de rajouter, qui est aussi un oiseau, un petit oiseau des bois. Et souvent, bon, quand on dit « Ah, eh bien Bécasse, celle-là », c'est pour dire qu'elles sont pas très futées. Donc cette réputation leur colle toujours aux plumes. Donc là, j'ai trouvé le nom d'une pièce de théâtre qui s'appelle Stupid Fucking Bird, en anglais, et Il est con ce pigeon, qui apparemment est une application. C'est un jeu sur téléphone, donc moi je n'ai pas de smartphone, mais voilà, je trouvais ça drôle. Vous avez aussi dans la pop média, vous avez 2 images qui sont issues de films Pixar, un le court-métrage For the Birds, et un autre sont les mouettes qu'on trouve dans le monde de Nemo. Et ici vous avez Angry Birds, qui pareil ne brillent pas par leur intelligence. Alors donc moi ce que je vais vous montrer, c'est que bien en fait c'est faux, et que les oiseaux savent faire plein de choses, et qu'ils sont très adaptés à leur milieu, et qu'ils sont pour certains plutôt remarquables, et nous ont fait des surprises intéressantes ces 20 dernières années. Donc je voulais aborder un petit peu tout ça avec vous. Donc pour vous présenter ce que je vais aborder aujourd'hui, voici le programme. Donc je voulais redéfinir, on va repartir du début. Donc qu'est-ce qu'un oiseau ? Qu'est-ce que l'intelligence ? Parce que c'est un terme très, très large. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le modèle oiseau pour faire ces différentes études ? Et des exemples issus de la littérature scientifique pour vous montrer dans différentes catégories de ce qu'on appelle l'intelligence, des exploits qui ont plus ou moins marqué la référence bibliographique en la matière. Donc, qu'est-ce qu'un oiseau ? Comme ça, tout le monde a l'air de savoir ce que c'est, mais on va donner quelques définitions fonctionnelles pour être bien sûr qu'on soit tous d'accord et que l'on s'entende. Donc, voici. Moi, je bouge ? Ah merde. Ok, j'essaie de ne pas bouger. Tu me dis si ça refait du grésillage ou... Donc, un oiseau, ça ressemble plus ou moins à ça. Donc, qu'est-ce qu'un oiseau ? On peut se dire, ça vole. Et ben en fait, pas tant. Parce que il y a des oiseaux qui ne volent pas. C'est le cas du manchot, du casoar. Il y a même toute une famille qu'on appelle les aptères, ceux qui ne volent pas ou qui ont que des ailes qui sont à l'état, qui ont régressé. C'est le cas du casoar qui n'a plus qu'une fine espèce de plumasse là, qui dépasse de son gros corps et qui ne peut plus du tout voler. Et puis on a les chauves-souris qui volent, mais qui ne sont pas du tout des oiseaux. Donc non. Ça vole, c'est pas forcément caractéristique des oiseaux. Deuxièmement, ça pond des œufs. En fait, pas que. Parce que les insectes aussi, et les reptiles également. Donc là aussi, pondre des œufs, ce n'est pas un truc uniquement caractéristique des oiseaux. Enfin, ça a le corps couvert de plumes. Eh bien oui, les plumes, c'est la caractéristique qu'on ne retrouve que dans le groupe des oiseaux. Donc, c'est une structure vraiment très particulière qui dérive du poil et qui a donc pour fonction d'isoler le corps du froid et qui permet le vol battu, ce qui est donc une caractéristique que l'on retrouve chez les oiseaux, mais pas que. Donc, oui, ça a le corps couvert de plumes. Alors, je voulais faire un bref, rapide rappel sur les dinosaures et sur les plumes, parce que l'innovation plume, elle existe depuis très longtemps. Alors, je vous ai mis la petite image de l'Archéoptérix, qui est un reptile qui était doté de plumes, découvert en 1861 en Allemagne, et que l'on considère vieux d'à peu près 150 millions d'années. L'extinction des dinosaures, c'était 66 millions d'années. Donc là, je vous ai mis une image d'une espèce de reconstitution de ce à quoi ça ressemblait. L'Archéoptérix, c'était pas très grand, ça faisait la taille d'un corbeau actuel. Et c'est tout ça pour vous dire que il y a pas mal de choses au niveau pop culture qui, moi, me dérangent un petit peu. Pour être totalement honnête, la transition entre les oiseaux et les dinosaures, c'est quelque chose qui est encore assez flou. Parce que
pendant longtemps, on a pensé que les dinosaures, pouf, en gros, il y en a certains qui avaient plus ou moins survécu, et pouf, ça étonnait les oiseaux, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'évolution, il n'y a jamais de chaînon manquant d'étages d'escalier comme ça aussi brutaux, ce sont des évolutions très lentes sur la durée, et on parle d'ancêtres communs, ceux qui ont des caractéristiques communes jusqu'à un certain point, qui vont donner des nouvelles branches, des nouvelles familles, des nouvelles spécialisations, et ça va donner ce qui ressemble à nos oiseaux modernes. Donc je voulais juste faire ce petit rappel, donc pour vous dire aussi qu'on vous ment, que les vélociraptors, notamment, comme on les voit dans Jurassic World ou dans Jurassic Park, ce n'est pas ça. Ils avaient le corps couvert de plumes, donc ça fait un peu moins badass, mais voilà. Et normalement, c'est beaucoup plus petit que ce qu'ils présentent. Ça faisait 1 mètre maximum de haut, donc c'est moins badass aussi. Mais voilà, il fallait que je vous le dise. Et donc aussi, dans les découvertes plus ou moins récentes, il y a en Chine un très gros gisement de dinosaures à plumes. Donc là, je vous ai mis Orornis, qui a été découvert en 2013, mais il y a plein de petites espèces de ce qu'on appelle des théropodes, des dinosaures à plumes bipèdes, qui ont été découverts et qui nous ont permis de refaire toute une classification. Donc ici, vous avez un aperçu, vous avez le Tyrannosaurus rex. Compsognathus, c'est aussi un autre dinosaure, les tout petits qu'on voit aussi au début de Jurassic Park, qui font la taille d'un poulet, qui se jette sur le monsieur qui va faire ses besoins dans la forêt. Voilà, ça c'est Compsognathus. Et on voyait que, en fait, je ne sais pas si vous êtes habitué à lire des arbres phylogénétiques et cladistiques, mais vous voyez sur la gauche l'espèce de petit... Peut-être montrer que ma souris sera plus intelligente que de montrer sur l'écran du retour. Donc ici, vous avez le dernier embranchement, vous avez un ancêtre commun. L'ancêtre commun, c'est toujours quelque chose d'assez flou. C'est un animal dont on n'a pas trouvé de fossiles, mais dont on sait qu'il a les caractéristiques communes que l'on va retrouver dans toutes les familles qui en dérivent ici. Et donc, toutes ces grandes familles-là, paf, ça arrive ici à ce ils ont appelé l'arbre des oiseaux, et donc vous avez Archaeopteryx, et vous avez plein d'ici d'autres dinosaures à plumes qui ont fini par donner les oiseaux modernes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'ancêtre des oiseaux et les dinosaures à plumes ont cohabité, ont vécu à la même époque, mais étaient déjà des animaux différenciés. Et tout en bas, je vous ai mis une toute petite image avec l'os du bréchet ici, qui apparaissait déjà chez les dinosaures, et donc les plumes que l'on trouvait apparemment chez les raptors, les vélociraptors, et que l'on trouve aussi chez nos oiseaux modernes. Voilà. Donc c'était un bref rappel. Ah oui, et puis du coup, pour surfer sur l'actualité, je voulais juste vous mettre cette découverte toute récente qui a été publiée en article scientifique là, il y a quelques mois, mais qui date de 2015. C'est des plumes de dinosaures qui ont été trouvées dans de l'ambre. Donc ça a fait un tollé, tout le monde en parle dans la vulgarisation scientifique. C'était les premières plumes C'est la première fois qu'on trouve... la première preuve officielle autre que de l'empreinte. Ouais. Exactement. Avec des structures similaires. Alors, ces structures-là sont légèrement différentes. Les plumes retrouvées dans l'ambre sont différentes des oiseaux modernes, mais il y a plein de types de plumes chez les oiseaux variables. Mais en tout cas, c'était assez fou parce qu'on a retrouvé donc ces plumes de dinosaures dans l'ambre et aussi quelques vertèbres, je crois. Donc c'était un tout petit dinosaure, mais en gros, on a la preuve claire, nette et affirmée que les dinosaures portaient des plumes pour certains d'entre eux. Donc voici. Donc, pour revenir à l'oiseau. Les oiseaux, il y en a énormément. Environ 10 000 espèces connues à ce jour sur la planète Terre, donc de formes très variables. Je vous ai mis un joli toucan à droite et un serpentaire. Vous pouvez voir qu'au niveau de la forme, du bec, des pattes, etc., c'est très très différent. 40 ordres différents. Alors les ordres, c'est une des étapes de la classification, c'est-à-dire que dans les ordres, vous retrouvez les familles, et peut-être les classes, je suis plus très à l'aise avec ça, mais 40 ordres, par exemple un ordre ça va être les psittaciformes, c'est-à-dire toutes les espèces de perroquets de perruches, l'ordre des corvidés, l'ordre des circonidés avec toutes les cigognes, les apodiformes, tout ce qui est martinets, hirondelles, etc. Donc ça représente beaucoup d'animaux. Les oiseaux, on les retrouve un petit peu partout sur le globe, donc je vous ai mis ma petite chouette qui se fait noyer dans la neige, et puis mon guépier qui vit dans le Sahara le plus brûlant. Il y a une très grande diversité. Au niveau des régimes alimentaires, vous avez des oiseaux carnivores, d'autres qui se nourrissent de carcasses, d'autres qui se nourrissent de fruits, de graines, d'insectes. Au niveau des milieux de vie, comme je vous le disais, on les trouve partout. Et il y a aussi des systèmes de vie sociale très variés. Vous avez des oiseaux solitaires, d'autres qui forment des couples, d'autres qui vivent en grands groupes, d'autres qui vivent en colonies. Donc c'est vraiment très 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 varié. C'est quoi la différence entre un grand groupe et une colonie ? Alors, il y a encore plusieurs subtilités, mais par exemple, chez les perroquets, comme j'ai mis l'image ici, ce sont des galas qu'on trouve en Australie. En fait, vous avez la structure qui est le couple, et ils ont ce qu'on appelle un système en fission-fusion, c'est-à-dire que ce sont des grands groupes sociaux constitués de plein de petites entités de couples, et ils se retrouvent autour de points d'eau, autour de sources alimentaires, et en gros, ils s'éparpillent dans la journée et reforment des groupes. La colonie, c'est un peu plus, par exemple, comme les choucas, où en fait les oiseaux restent tout le temps tous au même endroit, mais il y a toujours cette identité avec les espèces de petits couples au sein de ta colonie.
C'est juste au niveau de comment ils s'organisent, au niveau géographique, au niveau temporel, est-ce qu'ils sont tout le temps ensemble, est-ce qu'ils se séparent, etc. T'as plusieurs... Donc il y en a un qui est un peu plus indépendant, entre guillemets, parce qu'ils sont Ouais, en couple, ouais. et puis les autres... Par ils sont exemple, plus dans le cas des choucas, quand t'as la colonie, t'as un prédateur qui arrive, une buse, tous les choucas vont foncer dessus pour se taper dessus, mais en même temps, il y a une grosse compétition entre les couples de la même colonie, tu vois, c'est un peu chacun pour soi, en même temps, des fois, on se dit, pour tous, tous pour un, alors que les perroquets, tu vois, ils vont être plus dans l'effet de masse pour justement faire... Ils vont jamais aller attaquer un prédateur parce que c'est pas dans leur comportement, parce que ce sont des proies, ils vont juste fuir. Mais par exemple, ils vont souvent se servir de l'effet de masse. Par exemple, quand il y a un prédateur, de tous s'envoler en même temps, et ça fait comme les groupes de zèbres avec les lions. Tu vois, il y a plein d'animaux partout, et le prédateur sait pas lequel aller attaquer. Donc c'est pas tout à fait les mêmes stratégies, etc. Mais c'est aussi beaucoup lié au mode, au régime alimentaire, parce qu'au final, quand t'es un oiseau type perroquet, que tu peux te nourrir de graines et qu'il y en a plein partout, tu peux être dans un grand groupe, il y aura à manger pour tout le monde. Alors que pour des animaux, par exemple, carnivores, c'est souvent plus compliqué. Donc c'est plus rare d'avoir des grands groupes d'oiseaux qui se nourrissent de viande, par exemple. Donc voilà, et donc c'est ce que je disais, les oiseaux ont cette originalité-là, ils sont magitairement monogames. Alors, là aussi, il faut distinguer ce qu'on trouve dans la littérature de la réalité. Hein. Moi, j'ai été très déçue de mes calopsites parce que c'est toujours marqué qu'ils sont monogames à vie, qu'ils forment des couples, qu'ils ont le même partenaire pendant toute leur vie, et en fait, des fois, non. Des fois, en vrai, ils sont vraiment en couple, mais il y a des fois un petit peu d'infidélité, des fois, ils vont un petit peu faire leurs affaires ailleurs avec quelqu'un d'autre. Bon. Mais il y a plein d'oiseaux qui forment des couples stables, au moins pendant la période de reproduction, et certains toute la vie. Il y a des vrais couples monogames, par exemple, les cygnes sont un très bon exemple, sont des oiseaux qui vivent toute leur vie avec le même partenaire. Il y a aussi des exemples avec les grands oiseaux marins type albatros. Ils viennent se reproduire, ensuite ils partent 2 ans en mer, ils reviennent et ils retrouvent dans la colonie leur partenaire qu'ils avaient eu les années précédentes. Et ils restent tout le temps avec le même. Et quant à la disparition du partenaire? Alors, il y a des cas différents. Moi, je sais que j'ai déjà vu chez les choucas, des fois, il y a des nouvelles formations de couple, c'est-à-dire que le veuf ou la veuve va se remettre en couple avec un autre oiseau. Et des fois, il y a des cas qui ont déjà été observés où tu as un oiseau, s'il est plus ou moins âgé, etc., qui se remet pas en couple, qui vit tout seul. Il y a des cas plus extrêmes, on se parle souvent des inséparables, où il y a des cas qui ont été observés, des oiseaux qui se laissent mourir, etc. Ça arrive. Des fois, l'oiseau se contente juste de rester seul et n'est plus en reproduction. Mais voilà, c'est surtout une de ces originalités-là. On va en reparler après pour les potentialités d'émergence d'intelligence qui peuvent être liées au mode d'appariement. Donc, rapidement, je vais vous montrer à quoi ça ressemblait un cerveau d'oiseau. Donc, vous avez à gauche ici l'image songbird d'un oiseau chanteur, et ici d'un humain. D'un point de vue purement extérieur, vous voyez que le cerveau de l'oiseau est lisse, alors que le cerveau de l'humain est plein de replis, de circonvolutions, comme on appelle, qui permet en fait un étagement des neurones plus important, c'est-à-dire qu'il y a une concentration de neurones vraiment importante au niveau de ces replis. Et en fait, pendant très longtemps, vu que la structure est différente, on pensait que, tout bêtement, en fait, les oiseaux étaient dépourvus d'intelligence parce qu'on ne retrouvait pas les mêmes structures aux mêmes endroits que chez les mammifères. Sauf qu'en fait, après une longue étude, on s'est rendu compte que ce qu'on appelle le néocortex ici chez les mammifères, qui est la zone où, en gros, on met pas mal de fonctions liées à l'intelligence, comme la mémoire, l'apprentissage, etc., eh bien, ça correspondait à ces zones-là, qui est l'hyperstriatum et le néostriatum et un autre striatum dont j'ai oublié le nom. Et ça avait les mêmes fonctions. Donc on s'est rendu compte au final que les oiseaux avaient les mêmes compétences possibles, c'est juste que les structures étaient différentes. Voilà. Et ça, c'est assez récent. Hein. Le fait de revoir l'organisation cérébrale chez l'oiseau, ça date de 2005. Hein, donc, ce sont des choses récentes. Donc là aussi, je voulais dire qu'il faut comparer ce qui est comparable, parce qu'on va dire que le cerveau d'un oiseau, c'est toujours de petite taille, sauf qu'il faut mettre par rapport à la taille du corps, hein, forcément. On va pas comparer le cerveau d'un éléphant avec le cerveau d'une souris. Ça veut pas dire que la souris est débile, c'est juste que c'est un petit animal, donc son cerveau va être en proportion avec son corps. En revanche, parfois, il est intéressant de voir la taille relative du cerveau par rapport au corps. Parce que quand on a un gros cerveau par rapport au reste du corps, ça peut être un indice de développement de capacités cognitives. Donc, vif du sujet. Deuxième partie. Qu'est-ce que l'intelligence? Tu me dis si je parle trop vite. Je me rends pas compte si ça reste suivable. Non, c'est bien, très bien. C'est ok. Profite pour prendre une lampée. On a une question en fait sur le truc, donc peut-être avant que tu passes une question. Sur... Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que le bec est-il une caractéristique des oiseaux? Alors, je suis en train de réfléchir. Pas totalement, parce que après ça dépend. On parle du bec, de la forme, de la fonction, ou est-ce qu'on parle aussi de la matière? Parce que par exemple, les poulpes
les céphalopodes, ils ont un bec qui est au creux en dessous de leurs tentacules, et c'est là qu'ils mangent et qu'ils détruisent les poissons. On a aussi des espèces de poissons qui sont par exemple les poissons perroquets, qui ont une espèce de bec dur, qui est fait par exemple pour manger les coraux, qui sont très durs et qui vont utiliser pour casser. Après, c'est pas forcément la même structure. Le bec du poisson n'est pas fait de la même matière que le bec de l'oiseau. Mais de ce fait, la forme bec, ça serait plutôt une adaptation fonctionnelle pour une fonction plutôt que... Parce que la forme des becs des oiseaux, comme tu disais, avec un toucan ou un moineau, c'est pas du tout la même forme. C'est pas la même chose. Mais c'est vrai qu'on retrouve aussi des becs, comme je te dis, le poisson, le poulpe, etc. Après, mais c'est vrai que le bec, là, tel qu'on le voit là, normalement, c'est surtout chez les oiseaux. Mais c'est pas exclusif. Alors que les plumes, si. C'était tout, il n'y avait pas d'autres questions? Non, là c'est bon. Très bien. Donc on enchaîne avec, je vous ai mis une définition rapide de cognition, parce que c'est un terme que j'utilise assez souvent. Ça vient du latin cognitio, l'action de connaître, qui vient du cognoscere, qui veut dire prendre connaissance par les yeux ou par ouï-dire. Donc concrètement, ce qu'on appelle cognition, c'est l'ensemble des processus d'apprentissage et de traitement de l'information, et la mise en œuvre des moyens appropriés pour atteindre un but donné. Une définition un peu longue, mais pour expliquer que la cognition, concrètement, c'est l'acquisition du savoir et de la connaissance, et des techniques qui vont être nécessaires pour obtenir ce que l'on veut. Donc, concrètement, dans ce que l'on appelle la cognition, on peut parler de mémoire, de langage, de perception, ça peut être de la perception auditive ou autre, les apprentissages et la résolution de problèmes. Alors, je vais revenir un petit peu plus en détail sur certains d'entre eux. Je ne pourrais pas tout aborder parce que je ne vais pas vous faire toute l'historique de l'étude de l'intelligence animale là comme ça, mais voilà, vous voyez à peu près comment... ce que l'on peut mettre dans la boîte cognition. Donc mémoire, langage, perception, apprentissage, résolution de problèmes. Donc, ensuite, paf, qu'est-ce qui fait que certaines espèces sont plus intelligentes que d'autres et comment est-ce que l'intelligence s'est développée? Alors là aussi, c'est comme la différence entre les dinosaures et les oiseaux modernes. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais connaître. On n'était pas là. Donc on ne sait pas exactement comment est-ce que ça a dérivé, mais on a quelques pistes, quelques hypothèses pour essayer d'expliquer l'émergence de l'intelligence. L'une des premières, c'est le régime alimentaire. C'est-à-dire, on peut se dire, selon la disponibilité des ressources, ça demande une flexibilité au niveau de l'intelligence plus importante. Notamment chez les singes, il a été observé que les singes qui mangeaient des feuilles avaient un cerveau qui était moins développé que ceux qui mangeaient des fruits, parce que les fruits saisonniers, il faut se rappeler qu'ils sont disponibles qu'à une certaine saison, que sur certains arbres, et ça demande une mémorisation, etc. Sauf que chez les oiseaux, ça n'a jamais été démontré. Donc, ça marche pas pour les piafs. Ensuite, on pouvait penser que selon le niveau de spécialisation des techniques alimentaires, ça allait jouer. Donc je vous ai mis en image ici le percnoptère d'Égypte, qui utilise un caillou pour casser un œuf, donc un outil, et le corbeau de Nouvelle-Calédonie, qui utilise lui aussi un petit bâton pour extraire sa nourriture. Donc ce sont des techniques déjà un peu plus élaborées. C'est pas juste je vais pêcher mon poisson dans la rivière. Sauf que là aussi, pour les oiseaux, ça marche pas. Alors je reviendrai dessus si j'ai le temps de vous reparler de l'utilisation d'outils. Il s'avère que les espèces qui utilisent des vrais outils, parce que là aussi la définition d'outils, tu parlais hier de discussions houleuses sur des trucs un peu novateurs, la définition d'outils c'est toujours un petit peu sujet à polémique. Mais en gros, les oiseaux qui utilisent des vrais outils apparemment auraient un cerveau très légèrement supérieur aux autres, mais ça reste encore à étudier. Selon la taille du territoire, là aussi on pourrait se dire que s'ils ont un grand territoire, ça demande plus d'organisation pour le surveiller, mais là aussi on n'a rien vu de significatif. En revanche, on a commencé à voir que selon la taille du groupe social, ça pouvait jouer. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un grand groupe social, vous devez vous souvenir de qui est qui, vous devez vous souvenir de qui est ami avec qui, de qui à quel âge, de qui à quel statut, et ça joue. Donc notamment ici vous avez un graphique qui vous montre la corrélation entre la taille du néocortex. La néocortex, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est une zone du cerveau qu'on retrouve chez les mammifères qui est liée à l'intelligence par rapport au cerveau. Et donc, on peut observer ici donc, que plus le nombre d'individus augmente, plus vous avez une droite de corrélation avec la taille du néocortex par rapport au cerveau. Mais là aussi, ça a surtout été vu chez les grands singes et chez les oiseaux. Vu qu'il n'y a pas de néocortex, c'est plus compliqué à mesurer. Et enfin, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la majorité des oiseaux sont monogames. Du coup, une des théories qui est un peu en vogue en ce moment, c'est de se dire que le type d'appariement, le fait d'être en couple sur le long terme ou non, ça allait jouer sur le fait d'être plus ou moins intelligent. Alors il y en a qui disent en blaguant, bah oui, parce que rester en couple, ça demande des efforts. Hein. Mais c'est pas totalement faux dans le sens où les animaux qui restent longtemps en couple
eh bien, il faut être capable des fois, parce que les oiseaux, souvent, il y en a un qui couve et l'autre qui va nourrir le parent qui couve les œufs. Donc ça demande de savoir, quand l'autre a mangé, de se souvenir de certaines choses, de ses besoins quand on construit le nid. Enfin, il y a un processus de synchronisation assez important, notamment au moment de l'élevage des jeunes, qui peut être plus important quand on est avec le même partenaire sur le long terme. Donc voilà, ici je vous ai montré un très beau tableau avec les 10 ratios les plus élevés au niveau du ratio entre, je crois, c'est le télencéphale par rapport au cerveau, donc certaines zones du cerveau. Et ce que l'on observe, donc là vous avez le nom des espèces, ara bleu, arachloroptère, grand corbeau, gris du Gabon, cacatoès à crête jaune, crabe à bec rouge, pic noir, corbeau freux, etc. Ici vous avez donc les ratios du plus grand au plus petit, donc ça ce sont les 10 premiers. Et on observe, comme vous voyez en bleu et en orange, que ceux qui sont dans le top position, ce sont des perroquets ou des corbeaux. Ce qui nous laisse à penser que ces oiseaux de ces deux familles-là sont un petit peu super balèzes en la matière. Voilà. Et on observe aussi qu'ils sont tous monogames, ici, vous le voyez. Par contre, vous avez à la fois des herbivores, des omnivores, des carnivores, bon voilà. Il y a d'autres choses qui sont plus variables, mais au niveau des familles, du mode d'appariement, il y a ça qui ressort. Ensuite, pourquoi utiliser les oiseaux pour s'intéresser à ces questions d'intelligence ? Donc d'un côté, parce que des millions d'années d'évolution nous séparent, comme je vous le disais, les structures du cerveau humain et celles du cerveau de l'oiseau sont très différentes, et il y a plus de, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il y a plus de 60 millions d'années d'évolution qui séparent les mammifères des oiseaux, donc c'est quand même pas rien. Cependant, ils nous ressemblent aussi pas mal sur d'autres critères. Notamment, ils ont une vie sociale complexe, comme nous. Les oiseaux qui vivent en groupe, comme je disais, ils ont besoin de tenir compte de plein d'interactions. Ils sont monogames à long terme. Alors il y a plein de gens qui vont dire oui, les humains sont pas monogames. Mais le fait est que, en tout cas dans la majorité des sociétés, c'est la monogamie sociale qui prime. Des fois, il y a des amants, des maîtresses, mais il y a quand même souvent des mises en couple longues. Il y a quelqu'un qui pose justement une question sur ça. Quelles sont les hypothèses expliquant l'apparition de la monogamie ? Alors, l'apparition de la monogamie, c'est, comme beaucoup de choses au niveau de l'évolution, c'est un compromis sur qu'est-ce qui est rentable de faire ou non. Et en fait, la monogamie, en fait, souvent, il y a une histoire de conflit sexuel. Donc là aussi, je ne vais pas rentrer parce que c'est tout un autre pan de l'éthologie que je maîtrise moins bien. Mais souvent, les mâles et les femelles n'ont pas les mêmes intérêts. Le mâle a pour intérêt de se reproduire avec le plus de femelles possible pour avoir le plus de descendants possible, alors que la femelle a tout intérêt à avoir le meilleur partenaire pour choisir les meilleurs gènes pour sa descendance. Avec la monogamie, on s'est rendu compte que le couple coopérait pour l'élevage des jeunes et que le plus souvent, eh bien, il y avait plus de soins parentaux que chez des espèces qui ne sont pas monogames, et l'élevage, la survie des jeunes en est améliorée, c'est-à-dire qu'il y a plus de chances qu'il y ait plus de petits qui arrivent à l'âge adulte avec ce système-là. Donc voilà. Puis il y a d'autres avantages, il y a la protection des jeunes, là chez les oiseaux, la construction du nid, etc. se fait à deux, donc il y a pas mal d'avantages. Après, c'est des compromis, il y a plein d'espèces qui ont trouvé plus intéressant de ne pas être monogames du tout. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est d'être le plus rentable au niveau de l'élevage des jeunes et d'avoir le plus de petits qui arrivent à l'âge définitif. Donc pour revenir pour l'humain, c'est ça. Donc on parle souvent de monogamie sociale, et en fait les oiseaux sont intéressants de ce point de vue-là parce que nos plus proches cousins, les grands singes, comme les gorilles, comme les chimpanzés, comme les bonobos, ils ne sont pas du tout monogames. Donc on peut pas du tout comparer leur système d'apparement au nôtre. Ce sont les animaux qui vivent longtemps, donc ce qui est intéressant, c'est que là aussi, quand on vit longtemps, eh bien, on a une mémoire des interactions, de ce que l'on a fait par le passé. Qu'est-ce que tu appelles longtemps ? Alors, tout ce qui est grand perroquet, ça peut vivre de 60 à 80 ans. Ah oui, quand même, oui. Ouais. Il y a un oiseau qui est mort, je crois, l'an dernier au zoo de Sydney ou de Melbourne, qui était un gala, un perroquet rose, qui est mort à 86 ans. C'est le Guinness Book du record, mais c'est normalement des perroquets type ara, gris du Gabon, etc. Ça peut vivre jusqu'à 60 ans. Donc il faut dire aussi que pour ceux qui veulent prendre un perroquet, est-ce que vous allez dire ah non ça c'est trop cool, eh ben réfléchissez-y parce que c'est quand même un investissement de taille. Donc voilà, ça vit très longtemps. Les grands corbeaux, les corvidés, c'est un peu la même chose. Les grands corbeaux, ça peut vivre une quarantaine d'années. Même les oiseaux type chouka, pie, c'est quand même au moins 15 ans. Donc c'est quand même assez important. Il y a quelqu'un qui fait une remarque. Tu parles beaucoup d'oiseaux terrestres. Au niveau des oiseaux marins, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études ou c'est juste c'est pas ton domaine de compétence ? Alors, les oiseaux marins, il y a des études, mais souvent sur des thématiques autres que la cognition. Là, moi, je me focalise vraiment sur l'intelligence. Le truc, c'est que les oiseaux marins, souvent, s'intéressent à
leur site de nidification, où est-ce qu'ils partent, parce qu'il y a des oiseaux marins qui ne se posent pas pendant un an, qui volent pouf au-dessus de la mer, c'est le cas des albatros, qui reviennent pas. Et souvent, on s'intéresse plus à ça, leur migration, comment est-ce qu'ils font pour se repérer, etc. Parce que c'est l'autre souci, c'est que toutes les thématiques que j'ai abordées sont des thématiques qui ont été faites en laboratoire, parce que ce sont des questions complexes que l'on peut difficilement mettre en place en nature. Parce que la cognition, c'est-à-dire qu'il faut qu'on connaisse nos oiseaux, qu'on sache où ils sont, et il y a certaines tâches qui demandent qu'on leur apprenne certaines choses avant de leur poser la question. Et c'est des animaux sauvages, c'est pas possible, parce qu'ils sont pas habitués à l'homme. On peut pas leur apprendre à ouvrir une boîte, enfin si on peut, mais ça prend beaucoup plus de temps. Et du coup, ce sont des questions qu'on ne se pose moins. Et à mon sens, je ne connais pas d'études en laboratoire avec des oiseaux marins à l'heure actuelle. Donc c'est juste qu'en fait, on ne leur a pas posé les mêmes questions. Mais j'ai lu, d'ailleurs il faudrait que j'aille vous chercher parce que j'ai un super bouquin qu'il faut absolument que je vous conseille, il faut que tu me le rappelles à la fin de la présentation, que je le montre. Il y a un super bouquin que je vous montrerai qui résume toutes les études sur l'intelligence des oiseaux depuis 20 ans, il est merveilleux, achetez-le tous. Et en gros, il disait, ce chercheur, qu'il y avait plusieurs espèces d'oiseaux qui avaient une taille de cerveau très intéressante, c'était les faucons, les calaos. Les calaos, c'est comme Zazu dans Le Roi Lion, vous savez, les oiseaux avec le grand bec, etc., colorés. Et le dernier, que je vous dise pas de bêtises, les calaos, c'était peut-être les pics comme les pivers, les pics noirs, etc., qui étaient très intéressants. Mais comme c'était des animaux qu'on n'avait jamais étudiés en laboratoire, on n'aurait jamais posé des questions pour tester leur intelligence. Donc ce sont des animaux où on sait que potentiellement ils ont des capacités, mais on les a encore jamais testés. Je vais revenir là-dessus, mais l'étude de l'intelligence des oiseaux, les premières manips sérieuses, datent de la fin des années 80, début des années 90. C'est très récent en fait. C'est très récent. Donc il reste plein de choses à faire. Donc les oiseaux marins sont peut-être très futés, mais on leur a encore jamais posé la question. Voilà, donc longévité importante, et donc comme je vous le disais, des gros cerveaux et des capacités qui ont été démontrées par ailleurs. C'est le cas donc des perroquets et des corbeaux, comme je vous le disais précédemment. Et donc, je reviens sur ce petit schéma. Ici, vous avez le logarithme du volume du cerveau en fonction du logarithme de la masse du corps. Donc, comme je vous le disais, donc ça, c'est plus on monte ici, plus le cerveau est grand, et plus ici, plus la taille de l'animal est importante. Et vous avez ici, là aussi, des droites de corrélation. Et on observe que ici, vous avez les grands singes, qui ont donc un cerveau très important par rapport à la taille de leur corps. Vous avez ici, nous, les humains. Vous avez les dauphins, les grands mammifères, et on observe que les perroquets et les corvidés, ils sont bien au-dessus du pigeon, d'un autre oiseau, et on observe cette droite de corrélation entre gros cerveau et taille du corps. Ce qui montre bien que la taille du cerveau est importante par rapport au reste du corps chez ces espèces. Alors, là, au niveau du timing, en fait, il me reste 15 minutes. Il reste 15 minutes. Donc ça va être super compliqué. Je pense que je vais pas pouvoir vous parler de tout. Si tu veux, tu peux déborder un petit peu sur ma présentation. Tu peux prendre 5 à 10 minutes de plus. D'accord. Alors, tu me dis si je vais trop vite, parce que je vais essayer de montrer pas mal de choses, mais je veux pas non plus que les gens soient complètement largués. Donc là, je vous avais mis plusieurs exemples d'expériences. Donc vous aviez la catégorisation, avec l'exemple des pigeons, parce que les pigeons, tout le monde les prend pour des débiles. L'imitation et la communication référentielle, la mémoire, la théorie de l'esprit, l'empathie, l'utilisation et la fabrication d'outils et la résolution de problèmes. Alors, pour donner tous ces exemples, commençons par la catégorisation. La catégorisation, comme son nom l'indique, c'est l'action de savoir former des catégories. Là, comme ça vous semble facile de se dire on me donne un tas d'images, je mets les fleurs d'un côté, je mets les objets de l'autre, etc. Mais c'est un processus plus compliqué. C'est rigolo parce que je vais en parler aussi dans la présentation. Ouais. On est trop des copines. Donc, la catégorisation, c'est une activité cognitive qui consiste à regrouper des objets ou des événements non identiques et à les classer dans des catégories. Donc, ça veut dire que vous êtes capable de percevoir, comprendre l'image, ça demande de l'attention, ça demande de la mémoire, et ça demande un certain raisonnement pour dire qui appartient à quelle catégorie et faire ces différents groupes. Eh bien, figurez-vous que les pigeons ont été testés sur différentes tâches de catégories visuelles, et ce depuis plusieurs années, et leurs résultats sont loin d'être médiocres. Pour faire ça, on utilise la méthode du conditionnement opérant. Ceux qui m'ont vu parler de nifleur toute cette nuit sauront peut-être de quoi je parle. Le conditionnement opérant, c'est un apprentissage où on associe un renforcement, c'est-à-dire une récompense, ou une punition. C'est-à-dire que si, par exemple, on veut apprendre aux pigeons à regrouper les fleurs dans une catégorie, c'est-à-dire que, par exemple, vous allez choisir les fleurs, votre pigeon va être récompensé à chaque fois qu'il va toucher l'image de la fleur. Et comme ça, en l'encourageant, on lui donne une récompense à chaque fois qu'il touche la bonne case, il va associer
une récompense avec un type d'image. Donc c'est ce qu'on appelle le conditionnement opérant. Et quand il fait quelque chose... Alors là j'ai marqué punition, imaginez pas qu'on leur balance genre des fléchettes empoisonnées. Hein. Quand ils sont punis en général, avec les pigeons, quand ils touchent pas la bonne image, souvent ils n'ont pas de récompense pendant 3 minutes et quand ils appuient, ils peuvent plus accéder aux fonctions. Par exemple, ils ont une espèce de délai où ils peuvent pas travailler, ce genre de choses. Et normalement, assez rapidement, ils font l'association entre ce qui est récompensé et ce qui ne l'est pas. Et donc, les tâches de catégorisation, on a ça. Donc les oiseaux sont mis dans des boîtes et ils ont en face d'eux un écran tactile avec des images et en gros ils sont entraînés à picorer l'image et ils les reçoivent ici en bas, vous voyez, il y a un petit tiroir avec de la nourriture qui tombe. Il y a une expérience que moi je trouve très rigolote, parce qu'en plus c'est un monsieur que j'ai eu la chance de croiser parce qu'il travaille avec notre laboratoire qui s'appelle Shigeru Watanabe, un japonais. Et lui en fait il s'est dit, je vais apprendre des trucs totalement extérieurs à la vie du pigeon pour leur montrer qu'on peut leur apprendre des choses très artificielles. C'est de l'art. C'est-à-dire qu'il a entraîné un groupe d'oiseaux à reconnaître les peintures de Picasso et un autre groupe à reconnaître les peintures de Monet. Donc ça veut dire qu'il leur a présenté un set de différentes images de Picasso et à chaque fois donc, que les pigeons piquaient une image de Picasso, ils avaient une récompense. L'autre groupe c'était sur Monet et ainsi de suite. Et ensuite, il leur a présenté des nouvelles images qui étaient des nouveaux tableaux de Picasso qu'ils n'avaient jamais vus ou des nouvelles images de Monet et on voulait voir s'ils étaient capables de les mettre dans la bonne catégorie. Eh bien, les pigeons ne se trompent pas et ils savent différencier Picasso de Monet avec un pourcentage de réussite plutôt intéressant. C'est quand même pas mal, quoi. Mais surtout que c'est un truc qui a rien à voir avec leur vie de tous les jours, tu vois, les pigeons... Picasso, Monet, voilà. C'est alors du coup, est-ce que dans les œuvres de Picasso, ils ont choisi des œuvres surréalistes plutôt, qui se rapprochent, voilà, avec des styles vraiment particuliers à Picasso, ou est-ce qu'ils ont fait l'œuvre Alors, ils ont pris que des œuvres relativement cubistes, au niveau des formes tranchées, des couleurs. Par exemple, la période bleue de Picasso, ils l'ont pas mis, parce que c'était très différent de son style habituel. Mais sinon... Ils arrivent à distinguer les styles des deux peintres. Exactement. Et ensuite, après, ils sont amusés, je ne vais pas rentrer dans le détail, ils leur ont présenté des peintures de Cézanne, de Braque, selon qu'ils étaient impressionnistes, cubistes, etc. Et ils arrivaient toujours à associer et à mettre les impressionnistes d'un côté, les cubistes de l'autre. Donc voilà, les pigeons. Une autre expérience que je présente, qui a été réalisée par un ancien doctorant du labo, que je trouve assez rigolote. Cette fois, c'est de la catégorisation, mais sur un truc un peu plus écologique, qui ressemble un petit peu plus à ce que les pigeons peuvent rencontrer dans la vraie vie. Vous avez 2 terrains avec un gentil expérimentateur neutre qui ne bouge pas. Alors les petits plots bleus, c'est de la nourriture. Donc en gros, vous êtes sur une pelouse, vous distribuez du pain aux pigeons. Vous avez ici un humain qui ne bouge pas, qui est sympa, et ici vous avez un expérimentateur hostile qui bouge les bras et qui fait peur aux oiseaux, sachant qu'il y a de la nourriture devant chacun des deux. Rapidement, les pigeons, ils sont pas bêtes, ils vont aller là où il y a le gentil expérimentateur qui bouge pas, qui fait pas peur. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné à chaque expérimentateur une blouse de couleurs différentes. Ici, l'expérimentateur avec la blouse bleue, c'était le gentil, et l'expérimentateur avec la blouse orange, c'était le méchant. Donc ils avaient pour se repérer le visage de l'humain, mais ils avaient aussi le vêtement, pour leur simplifier un peu la tâche. Donc rapidement, ils vont du côté du gentil expérimentateur, mais ensuite on s'est dit comment est-ce qu'ils font pour reconnaître l'expérimentateur. Est-ce que c'est au niveau du visage, au niveau des fringues, etc. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, une fois que les pigeons avaient fait leur choix, au bout d'un certain temps, on les a déshabitués. C'est-à-dire que l'expérimentateur méchant a arrêté d'être méchant. Au niveau des typographies de l'expérimentateur, elles étaient relativement similaires. Enfin, je veux dire, alors, il y a eu des expériences où il y avait un homme, une femme, et un où ils ont mis 2 femmes ou 2 hommes. Mais qui étaient physiquement... Oui, à peu près de la même carrure, par exemple. Et donc, ici, donc, l'expérimentateur sympa était avec une blouse bleue, l'expérimentateur méchant avec une blouse orange. Donc ici, ce qui s'est passé, c'est que l'expérimentateur méchant a arrêté d'être méchant, il bougeait plus, et on a inversé les blouses. C'est-à-dire que le gentil a pris la blouse du méchant et inversement. Et on a fait ça un temps assez important, plusieurs essais. Et bien les pigeons, ils continuent à aller sur la première parcelle, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu l'individu et à pas son visage et pas à sa blouse. Donc ça veut dire que ça semble un détail comme ça, mais ils sont capables de reconnaître les humains aussi à la physionomie, à leur attitude, à leur visage. Ce qui est quand même pas si simple, surtout que, il faut le rappeler, les humains et les pigeons ne sont pas de la même espèce. C'est comme si moi je vous demandais de savoir distinguer 2 pigeons identiques et que vous sachiez les reconnaître à leur visage. Donc ce qui est quand même assez intéressant. Je sais pas si je vous parle de ça ou pas, la partie un peu longue. Non, je crois que je vais vous le zapper, tant pis. Tant pis, je voulais parler d'Alex qui avait appris
à catégoriser, à apprendre plein de choses, mais Alex, le perroquet, vous irez voir sur internet, il y a plein de choses très intéressantes. Et tu en parles aussi dans une précédente session de Headbang, donc on peut regarder sur les précédentes vidéos. Celle-ci, je l'ai rajoutée un petit peu hier soir en me disant ah ouais, mais cette expérience est tellement cool, et je leur ai jamais parlé. Pour tester la mémoire, parce que on a vu que les animaux ne parlent pas, ils n'ont pas de langage articulé, c'est assez compliqué de savoir ce qu'ils se projettent, c'est-à-dire au niveau de la mémoire, est-ce qu'ils sont capables de se souvenir de certains événements ou non, parce qu'on peut pas leur dire tu te souviens l'autre jour, qu'est-ce que tu en as pensé. Donc il y a une expérience originale qui a été faite par Clayton et Dickinson en 98 pour tester ce qu'on appelle la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est le souvenir des événements dans leur contexte. Par exemple, je me souviens... J'ai dit une bêtise. Oui, j'ai dit une bêtise. J'ai mis l'inverse, je suis désolée. La mémoire épisodique, c'est la mémoire des faits. Par exemple, je me souviens d'avoir caressé le chat de Luc mercredi dernier. C'est une mémoire des épisodes. Contrairement à la mémoire sémantique, il y a la mémoire des concepts et des faits. Je me souviens avoir caressé un chat et je me souviens ce que c'est un chat. Donc, pardon, j'ai dit des bêtises. Donc, il faut que vous reteniez, c'est que la mémoire épisodique, c'est l'histoire personnelle de l'individu. C'est surtout, retenez ce que j'ai marqué ici en orange, c'est le what, where and when en anglais, le quoi, où et quand. Ça, c'est la mémoire épisodique. Et pour tester ça, une expérience originale qui a été réalisée donc avec ces fameux jets buissonniers sont des oiseaux qui ont pour habitude de cacher leur nourriture. Comme beaucoup de corvidés, ils prennent des trucs, ils font des petits trous, ils les planquent pour plus tard. Ces oiseaux, on leur a donné la possibilité de cacher des cacahuètes ou des vers. Ils préfèrent les vers, bien entendu. Mais voilà. Ensuite, vous voyez ici, en anglais, il est marqué « Available cache sites » et « Unavailable cache sites ». Donc ça veut dire qu'il y a deux compartiments possibles et qu'on leur laissait l'accès qu'à un des deux. Donc là, ils cachent ici, pouf, des cacahuètes ou des vers. Ensuite, deuxième caching, les oiseaux, pendant 120 heures, on ne leur laisse pas accès à cette nourriture, on leur laisse la possibilité d'y retourner. Pouf. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ici, par exemple, s'ils ont caché les cacahuètes et qu'elles sont restées 120 heures sans qu'ils puissent y accéder, et qu'ici ils ont caché des vers, concrètement, on pourrait se dire qu'ils vont toujours aller chercher les vers parce que c'est ce qu'ils préfèrent. Sauf que ce qu'il s'est avéré, c'est qu'ils ont compris qu'au bout de 120 heures, leur ver il était pourri. Et il n'y avait plus aucun intérêt d'aller le chercher. Et en fait, on fait varier le temps où en gros les oiseaux ont accès ou non à leur nourriture. Et en fait, quand le ver est caché depuis 120 heures, eh bien on a vu qu'ils préféraient aller chercher les cacahuètes. Donc ça veut dire qu'ils avaient anticipé le fait de se dire mon ver a été caché depuis plus de 120 heures, il sera pourri, donc j'ai aucun intérêt à y aller, je vais plutôt aller chercher les cacahuètes. Alors que si c'était les cacahuètes qui étaient cachées depuis 120 heures, ils allaient préférentiellement chercher le ver en premier et après les cacahuètes. Qui lui n'était pas pourri, exactement. Alors je sais pas si c'était clair ou pas. Ouais. Parce que un petit peu, voilà. Et donc c'était la En production. gros, ils ont pris en compte le fait que la nourriture peut se dégrader au cours du temps et qu'en fonction du temps auquel ils se souviennent de quand ils l'ont caché, de quelle nourriture. C'est hallucinant. C'était il y a longtemps ou non. Et alors on peut se dire oui, mais ça veut dire qu'ils ont toujours associé le fait qu'en fait le ver il puisse jamais les chercher. Eh bien c'est faux parce que pour faire un contrôle, ils ont fait une autre expérience que je trouve très futée où en fait les chercheurs ont remplacé les vers pour qu'ils soient toujours frais. Et ce groupe d'oiseaux-là, qui étaient habitués à avoir des vers toujours frais, eux, ils ont continué à aller chercher les vers, même quand c'était à plus de 120 heures, parce qu'ils n'ont jamais eu l'expérience d'avoir un ver pourri. Donc, pour eux, c'était toujours rentable, etc. Donc, c'est-à-dire qu'ils se sont créés une mémoire des faits, ils ont compris que les vers pourrissaient au bout d'un certain temps, et ils ont pu se souvenir de quand ils avaient caché quoi, et quand il était rentable d'aller les chercher. Ce qui est plutôt balèze. Voilà. Cette expérience-là, j'en ai aussi parlé dans une autre Headbang, donc je vais peut-être passer. Je suis désolée, ça va être un peu écourté. C'était juste pour vous parler de théorie de l'esprit. C'est donc, si je vais montrer vite fait la définition, c'est la capacité à attribuer des états mentaux à l'autre, tels que l'intention, le but ou le savoir. Donc par exemple, l'attribution de perception, c'est le premier niveau, c'est se dire, je sais que je suis entendu. Je sais qu'Estelle qui est à côté de moi m'entend parler et qu'elle sait ce que je dis. Par contre, si je parle comme ça, si je me mets à murmurer, je sais qu'elle ne m'entendra plus. Donc ça veut dire que je prends en compte ce qu'elle peut entendre ou non. Vous avez l'attribution d'intention, c'est-à-dire que là, par exemple, si je mets la main au-dessus de mon verre et que je fais le geste de l'attraper, Estelle va pouvoir penser que je m'apprête à boire une gorgée de thé. Tu as pu inférer ce que je voulais faire. Exactement. Et enfin, le plus compliqué, c'est l'attribution de savoir. Je sais que Estelle sait que j'ai fait un poster hier sur le conditionnement opérant des nifleurs, parce qu'elle était là et qu'elle a vu ce que j'ai fait. Et ça, ce sont différents niveaux très compliqués. Et ça, cette attribution, c'est toi qui attribues à moi ? C'est-à-dire que tu es capable de comprendre ce que moi je pense, sans que je te le dise. D'accord. Donc tu peux savoir ce que je sais, ce que je veux faire, ou ce que j'entends, vois, etc.
c'est à chaque fois par rapport à l'autre, la définition. Oui, donc ça implique une capacité de communication, enfin, pas de communication, mais de mise à la place de l'autre, ouais, en fait. Et c'est assez lié à l'empathie aussi, qui sont, moi, les sujets qui m'intéressent particulièrement. Mais voilà. Et c'est particulièrement intéressant chez les espèces sociales, justement, pour se dire est-ce qu'ils sont capables d'anticiper les besoins de l'autre, ce que l'autre a besoin de faire, ce qu'il a envie de faire, etc. Donc voilà, je voulais juste vous dire que par exemple les corbeaux ont été testés pour ça. Donc là aussi les corbeaux, comme les geais buissonniers que je vous ai montrés, ils cachent leur nourriture. Et on a observé que quand on donnait la possibilité à un corbeau de cacher de la nourriture et qu'il avait été observé par un autre oiseau, eh bien souvent il allait cacher sa nourriture ailleurs, à un endroit où l'autre ne peut pas le voir. Ça veut dire, ce qu'on en a inféré, c'est qu'en gros le corbeau qui cache et qui va recacher ailleurs, il se dit « Ouh là là, il y a machin qui m'a vu faire, dès que je vais avoir le dos tourné, il va aller me piquer ma nourriture, je vais aller le planquer à un endroit où il m'a pas vu le faire. » Est-ce que l'oiseau, effectivement, qui a observé, va chercher ou pas? On sait pas. Il y a des chances. Ouais. Il y a des chances. Alors, donc ça c'était un autre exemple des perroquets qu'on avait au laboratoire, qui en fait avaient toujours tendance à faire ce qu'on leur interdisait de faire quand on était censé ne pas être là dans la pièce. Donc là, ils s'amusent à arracher les pièces du clavier d'ordinateur. Voilà. Celui-là, par exemple, c'est intéressant, mais je vais pas avoir le temps. C'était une autre expérience qui a été faite au labo, donc avec Franck, qui m'avait formée quand j'étais une étudiante en M1 il y a fort longtemps. Et ils avaient fait une expérience assez intéressante où en fait l'expérimentateur était là et donnait de la nourriture à l'oiseau qui était derrière un grillage. Et en fait, l'être humain avait une attitude différente. Dans les 3 cas, il n'arrivait pas à donner la nourriture à l'oiseau, donc l'oiseau était frustré. Et en fait, on a observé le comportement de l'oiseau. Selon que l'expérimentateur était distrait et que par exemple il laissait tomber l'objet par inadvertance, soit l'expérimentateur était bloqué, donc c'est-à-dire qu'il montrait vraiment l'action de « je veux vraiment te le donner mais j'y arrive pas », ou bien le « je te taquine, j'ai à manger mais je vais pas te le donner ». Donc l'expérimentateur faisait ces 3 variantes, et selon ces 3 variantes de comportement, on voit que le perroquet n'a pas du tout le même comportement. Par exemple, quand le personnage ici est distrait, vous voyez que l'oiseau frappe et gratte et qu'il vocalise. En revanche, quand il fait semblant d'être bloqué, c'est-à-dire de « je veux te donner la nourriture mais je n'y arrive pas », l'oiseau mord le grillage, et ici on voit qu'il frappe et gratte mais moins qu'ici, qu'il réclame, qu'il met le bec ouvert et qu'il vocalise. Et quand il taquine, donc quand il montre que je l'aime, je vais pas te le donner, vous voyez que par exemple il y a beaucoup plus de bec ouvert, de comportements plus ou moins agressifs, de réclame, de frappe et gratte, donc des comportements de frustration plus marqués. Ouais, en fait il l'insulte quoi. En fait c'est surtout que ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, il est très probable que le perroquet ait compris que les 3 conditions étaient différentes. Et c'est encore plus compliqué parce que, comme j'expliquais avec les pigeons, c'est quelque chose, on infère quelque chose chez une autre espèce que la nôtre. Donc c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que le perroquet, qu'il faut considérer comme un alien. Moi, c'est toujours ce que je dis. Quand on étudie le comportement d'un animal, il ne faut pas du tout essayer de projeter nos émotions et ce que nous, on sait de l'être humain. Il fonctionne très différent de nous. Et concrètement, ça veut dire que ce perroquet a compris que dans les 3 situations, l'expérimentateur était dans une intention différente, que dans un cas de figure, il n'y arrivait pas, dans un autre, qu'il le faisait tomber, et dans un autre, il faisait exprès de ne pas lui donner. Et son comportement était différent à chaque fois. Donc ça, c'était quand même assez intéressant. Du coup, cette expérience-là, elle est intéressante, j'en ai aussi parlé dans le vêtement précédent, c'est à nouveau avec les geais buissonniers. Et pour faire rapide, en fait, ils ont des espèces de bacs à glaçons ici, où ils peuvent cacher de la nourriture, et on leur laisse la possibilité de cacher la nourriture en étant observés ou non par un autre oiseau. Et ici, ce que l'on observe, c'est ici, vous avez une vitre transparente, vous avez l'oiseau qui peut cacher la nourriture dans ses petits bacs, et il est observé, et on lui donne la possibilité d'aller recacher avec un écran opaque, sans qu'on le voie. Et ici, vous avez quand il cache en privé ou non. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les oiseaux qui sont expérimentés, c'est-à-dire ceux qui ont déjà volé de la nourriture à d'autres petits camarades, quand ils sont observés, ils recachent systématiquement leur nourriture ailleurs. Sous-entendu, ils ont compris que vu que quelqu'un les avait vu faire, ils allaient se faire chouer la nourriture. En revanche, quand ils sont tout seuls, ils ne recachent quasiment pas. Donc c'est bien qu'ils cachent quand ils savent qu'ils ont été observés et qu'ils peuvent inférer les intentions de l'autre. En revanche, les oiseaux naïfs, moi je trouve ça trop rigolo, les oiseaux naïfs, ceux qui n'ont jamais volé de nourriture, ils sont naïfs, ils se disent « Oh, l'autre il m'a regardé, mais il va jamais aller me piquer ma nourriture ». Et les oiseaux ne recachent. Donc, c'est-à-dire que quand tu as déjà été voleur, tu te dis « Ah, mais moi, si j'étais à sa place, j'ai été voleur, je peux aller piquer la nourriture. » Et c'est assez rigolo de se dire que selon l'expérience de l'oiseau, ils vont pas avoir le même comportement. Voilà, ça c'est aussi une expérience un peu emblématique. Là. De quoi est-ce que je vous parle d'autre? L'empathie. Attends, là, il est quoi? Il est 5? Il nous reste 5 minutes. Alors, du coup, je vais passer l'empathie. Pourtant, c'est parler de poules.
parler des poules vite fait. Vas-y, parle des poules. Alors, l'empathie, c'est très lié à la théorie de l'esprit. C'est là aussi par rapport à l'autre, c'est la capacité à comprendre et partager les émotions des autres. Donc, le premier niveau, c'est la contagion émotionnelle. C'est des fois, par exemple, quand on baille, je baille aussi, même si je suis pas fatiguée. C'est un réflexe, plus ou moins. Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'implication compatissante, qui se manifeste le plus souvent par ce qu'on appelle la consolation. Donc, ce genre de comportement, c'est-à-dire qu'on comprend que l'autre ne va pas bien et on lui vient en aide. Voilà, exactement. Et le plus compliqué, c'est ce qu'on appelle le point de vue empathique, c'est-à-dire qu'on va être capable de mettre au point une stratégie pour répondre aux besoins de l'autre. Ça veut dire qu'on comprend vraiment pourquoi, ce dont il a besoin et ce qu'on peut faire. Donc c'est toujours vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire qu'on est capable de comprendre ses émotions, le pourquoi du comment. Il y a une expérience d'empathie qui a été faite avec les poules. Donc vous avez une poule avec ses poussins, vous avez 4 conditions. Une poule avec ses poussins, vous avez des poussins sur lesquels il y a une soufflerie, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de truc qui fait du bruit, qui balance de l'air sur les poussins. Donc en général, ils aiment pas trop, ils font genre « Ah, de l'air, qu'est-ce qui se passe ?» Vous avez une condition où la poule est sans ses poussins et on lui balance de l'air aussi. Et vous avez la dernière condition où la poule est avec ses poussins et on leur diffuse le bruit de la soufflerie, mais sans qu'il y ait de la vraie soufflerie avec le vent. Et on veut regarder certains comportements qui sont liés au stress, c'est-à-dire le rythme cardiaque, les comportements liés au stress comme les cris, les toilettages chez la poule. Parce qu'en fait, ce qu'on veut voir, c'est est-ce qu'elle réagit quand on embête ses poussins plus que pour elle. Et en effet, quand on lui balance de l'air, la poule, elle réagit pas. Enfin, en tout cas, elle n'a pas de manifestation de stress. Quand on leur diffuse les bruits de la soufflerie, ça réagit pas non plus. En revanche, quand elle voit qu'on balance de l'air à ses poussins et que ses poussins sont stressés, son rythme cardiaque augmente et elle vocalise davantage. Ce qui montrerait que la poule a une réaction de stress particulière quand elle voit qu'on stresse ses petits. Et quand on fait... Enfin, je pense que l'expérience n'a peut-être pas été faite. Juste le bruit sur les poussins, est-ce qu'elle est stressée ou pas ? Alors, je crois que ça y était plus. Il faudrait que je relise le papier en détail, je t'avoue, parce que je ne l'ai pas relu avant cette semaine, ce qui est très mal. Mais je crois pas qu'il y avait cette condition-là. Ils ont dû y penser parce qu'on y pense logiquement, ou alors c'était pas significatif, je ne me souviens plus. Donc elle se met, enfin il faut pas qu'on touche à ses petits quoi. C'est ça. Gros. Voilà. Et elle a vraiment une réaction différente. Donc l'outil, comme je vous l'ai dit, j'en reparle pas, mais vous pouvez voir tout ce que j'ai fait sur l'utilisation d'outils chez les animaux aux dernières Geek Fairies on the Web. Bon, ma voix est assez insupportable parce qu'il y avait un problème de micro à l'époque, d'ailleurs j'espère que je parle mieux aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver tout ça sur internet, où je vous parle de l'outil en long, en large et en travers. Et enfin, le tout dernier truc que je vous montrais, c'était la résolution de problèmes. Alors la résolution de problèmes, ça demande le plus souvent, résoudre un problème, je pense que c'est relativement clair, vous avez un problème, vous n'y avez jamais forcément été concentré, et en gros, pouf, il faut que vous ayez une flexibilité, que vous vous disiez, paf, comment je vais faire pour trouver une solution. Souvent, ça passe par ce qu'on appelle l'innovation, c'est-à-dire une capacité nouvelle, c'est-à-dire introduire quelque chose de nouveau en termes d'usage. C'est ce qu'on appelle de la flexibilité comportementale. Jamais été confronté à ça, comment est-ce que je vais faire ? Il faut que je trouve une solution. Souvent, les animaux qui sont capables d'être flexibles vont avoir une meilleure survie. Parce que quand on est flexible, on peut se sortir de plein de situations plus ou moins contraignantes, et on vit plus vieux et dans de meilleures conditions. Donc, pour résoudre des problèmes, il y a plusieurs cas de figure. Vous avez l'essai-erreur. J'essaye, ça marche pas. Je réessaye, ça marche pas. Je réessaye, je modifie des choses, ça va finir par fonctionner. Et vous avez ce qu'on appelle l'insight. L'insight, j'en parlais aussi plus en détail dans la headbang qu'on a fait à Montbazon en juillet 2016. Mais en gros, l'insight a été découvert par Monsieur Kohler, qui en fait, je sais pas si vous le voyez ici, a suspendu une banane en l'air dans l'enclos de ses chimpanzés. Et il a observé que sans les avoir entraînés, sans leur avoir montré quoi que ce soit, et ben ces chimpanzés, ils prennent des boîtes en bois, ils les empilent, ils construisent des manches et ils vont trouver une solution comme ça, pouf, d'un coup, pour aller chercher leur banane. Et c'est ce qu'on appelle donc l'insight, c'est la découverte soudaine de la solution à un problème sans qu'il y ait d'essai-erreur. Donc c'est assez fifou. Et donc, pour illustrer ça, je voulais juste vous montrer une expérience qui a été réalisée chez 2 espèces d'oiseaux, le kea, ici, qui est un perroquet qui vit en Nouvelle-Zélande, et le corbeau Nouvelle-Calédonie, avec ce qu'on appelle la Multi-Access Box, donc une boîte multi-accès. Il y a de très jolies vidéos sur YouTube, je les ai pas mises là, mais je vous encourage à aller le voir. Vous tapez Auersperg, A-U-R-S-P-E-R-G, c'est le nom de la chercheuse, et vous marquez Multi-Access Box. Vous allez trouver des vidéos, c'est super impressionnant. Cette boîte, en fait, peut être ouverte de 4 façons différentes. Vous avez ici sur le petit
petit trépied une récompense alimentaire. Et en fait, l'oiseau a 4 possibilités de l'obtenir. Soit il ouvre ici la petite fenêtre avec un crochet, donc c'est-à-dire qu'il se saisit du crochet avec son bec, il l'ouvre. Soit il prend un bâton qu'il introduit dans le trou ici, et avec le bâton, il fait tomber la récompense qui dégringole et qui arrive là, donc il peut la manger. Soit il prend une bille qui balance ici dans un tuyau, et la bille va faire tomber la nourriture ici. Soit la nourriture était reliée à une ficelle, et en gros, il faut qu'il tire sur la ficelle pour sortir la nourriture. Et comme les chercheurs sont extrêmement sadiques, à chaque fois qu'un oiseau trouvait une solution, on bloquait cette solution-là pour qu'il trouve les autres. Et on a regardé chez ces 2 espèces quelles étaient leurs stratégies préférées, et au bout de combien de temps ils apprenaient à résoudre le problème. Alors, donc vous avez des illustrations, donc comme je vous montrais, là, la fenêtre ouverte, le bâton, la loquia qui balance la petite bille, et ici le crochet de la fenêtre. Donc vous avez 3 des alternatives. Et ce que l'on observe, c'est que ils découvrent vachement vite. Vous voyez ici la courbe, ici vous avez Corbeau de Nouvelle-Calédonie et les Kéas. Et en fait, pouf, au nombre de sessions, vous voyez qu'ils découvrent de plus en plus de choses. Autre chose, vous voyez que selon... Alors ça, c'est le nombre d'essais avant la première découverte. C'est-à-dire que plus la colonne est haute, plus ils le découvrent tout de suite, plus ils ont compris tout de suite que c'était ce qu'il fallait faire. Et donc vous observez que les Kéas, par exemple, ils privilégient la fenêtre, enfin la ficelle, c'est ce qu'ils privilégient en premier. La ficelle, il y a juste à tirer, c'est ce qu'ils font tout de suite. Ensuite, le Kéa, il fait un petit peu la balle, donc un petit peu... D'abord, il découvre la fenêtre, ensuite la balle, ensuite le bâton. Parce qu'il faut voir que c'est un bec de perroquet très crochu, donc pour eux, le bâton, c'est pas pratique du tout. Donc c'est pour ça aussi que ça arrive plutôt en dernier. Alors que le calédonien, qui sont toujours utilisés des outils et des bâtons, ce qu'ils vont découvrir en premier, avec le moins de nombre d'essais, c'est utiliser le bâton, puis la balle, puis la fenêtre. Donc c'est assez intéressant de voir selon l'écologie des espèces, parce que ce sont des animaux qui n'ont pas les mêmes régimes alimentaires, etc., pas à forme de bec, qui n'ont pas les mêmes stratégies. Pour la fenêtre, c'est parce qu'ils ont des soucis, c'est plus difficile pour ouvrir avec le crochet? Alors, c'est juste qu'en fait, le crochet, il faut pouvoir le saisir, et en fait, les 2 oiseaux n'ont pas du tout la même forme de bec. Alors ça, pareil, je conseille vraiment aux gens d'aller voir des vidéos. On voit que, par exemple, pour un Kéa, c'est pas pratique du tout d'attraper un bâton, quoi. Tu le vois qu'il galère, il est avec son bec, genre... Mais voilà. Et puis, j'avais d'autres trucs, mais... Tu as 3 minutes. C'est vrai, 3 minutes. Alors, je parle juste de cette toute petite expérience qui a été réalisée chez les corbeaux-freux. Il y a une fable d'Ésope. Ésope, vous connaissez peut-être, c'était un auteur grec, il me semble, qui a inspiré les fables de Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine, je suis née à Château-Thierry, qui est la ville natale de Jean de La Fontaine, donc... Voilà. Et donc il y a une fable qui s'appelle La corneille et la cruche, où en fait vous avez un oiseau qui a très soif, et en fait il n'y a qu'un tout petit peu d'eau au fond de la cruche. Et dans la fable, ce qui est dit, c'est que la corneille prend des petits cailloux, elle les met dans la cruche pour faire monter le niveau de l'eau et pour pouvoir boire. Eh bien, il y a des chercheurs qui se sont dit, est-ce qu'un oiseau pourrait vraiment faire ça dans la vraie vie? Et ils ont réalisé cette expérience. C'est-à-dire qu'ils ont mis un tube de plexiglas avec de l'eau, mais suffisamment bas pour qu'on ne puisse pas y accéder. Alors, ils n'ont pas privé les oiseaux d'eau, je vous rassure, les oiseaux n'étaient pas assoiffés. Ils ont mis un verre qui flottait dans l'eau. Et donc, du coup, pour atteindre le super bon verre, les oiseaux, mais ils ne pouvaient pas l'atteindre sans faire quelque chose. Donc, on leur donnait des cailloux à disposition. Et petit à petit, ils se sont rendus compte que, pouf, l'oiseau saisit les cailloux, les met dans le tube, le verre monte, et il aurait fini par l'obtenir. Il y a une expérience qui a été faite il n'y a pas si longtemps avec des primates, alors je sais plus lesquels, et comparée avec des jeunes enfants. Avec des orang-outans, ouais. C'est la même expérience où en gros ils devaient prendre de l'eau dans leur bouche pour le faire. C'est ça. Et pareil avec des enfants, et les enfants ne réussissent pas à attraper le bonbon. Oui. Alors que les orang-outans y arrivent. Exactement. Ben voilà, c'est cette expérience-là. Et donc c'est marrant de voir que les corbeaux-freux, qui en plus, à l'état naturel, sont pas des oiseaux qu'on voit utiliser des outils. Encore les corbeaux de Nouvelle-Calédonie, tu dis bon, ils utilisent toujours des bâtons, des trucs, des machins. Mais eux, non. Et malgré tout, paf, c'est aussi un truc en insight, c'est-à-dire pouf, du premier coup, ils réussissent cette expérience-là. Donc voilà, c'était court, c'était rapide, mais j'espère que c'est une démonstration qui vous a convaincu sur l'intelligence de nos amis à plumes, et que même les pigeons et les poules n'étaient pas dépourvus d'intelligence. Et merci de votre attention, et merci de vous avoir suivi. Je fais juste un bond à mon bureau pour aller chercher le livre, parce qu'il est vraiment très très bien, et j'arrive tout de suite. Donc si vous avez des questions pour Agatha, vous pouvez tout à fait les poser dans l'espace de questions, le petit formulaire qu'il y a sous la vidéo sur laquelle vous regardez. Il y a un petit formulaire et vous pouvez poser des questions.
Et vous pouvez également la suivre sur Twitter qui est sur @lenit2pi. Puis sur le blog et donc revoir les Oui, il y a un blog mais sur lequel je n'écris pas assez souvent, mais sur lequel j'essaye d'écrire bientôt pour parler d'éthologie parce que ça m'intéresse. Donc, ce que je vais vous montrer en plus grand, ce livre-là, il est merveilleux. Il est tout en anglais pour l'instant, mais je pense qu'il va être traduit. Il s'appelle Bird Brain, An Exploration of Avian Intelligence, donc cervelle d'oiseau, une exploration de l'intelligence aviaire. Il a été écrit par Nathan Emery, qui est un chercheur de l'université de Cambridge en Angleterre, qui est un des fondateurs des recherches sur les oiseaux. Et c'est un livre avec de très belles images, qui est vraiment très clair, très bien vulgarisé. Et en gros, vous avez toutes les études sur l'intelligence des oiseaux qui ont été faites à l'heure actuelle, sur tous les domaines dont je vous ai parlé et bien d'autres. Donc, si ça vous a intéressé, si vous voulez en savoir plus, vraiment, je vous le conseille. C'est un très beau livre, très bien fait, avec plein de références, très bien expliqué. Voilà. On va faire une petite pause de genre 1 minute et puis après du coup on va passer à la présentation suivante qui est la mienne. Voilà, on va échanger les rôles comme ça. C'est toi qui vas me poser des questions. Et là ça roule. Hop, il n'y avait pas de questions, tout était clair, tu penses? Je crois que j'avais fait un appel à questions quand t'allais chercher le... Il est écrit et sur son blog et dans un bouquin qui va bientôt sortir. Oui. Tu participes à un bouquin? Oui, j'ai écrit 2 articles de vulgarisation scientifique dans un livre qui est à paraître aux éditions Belin, qui va sortir sans doute au printemps prochain, qui a été écrit avec le collectif du Café des Sciences. Donc je ne suis pas toute seule dedans, il y a même plutôt 30 auteurs différents. Il y a un article que j'ai écrit en collaboration avec Stéphane Debove et Leila Yassine sur l'infanticide chez les animaux, donc rien à voir, et un autre que j'ai écrit toute seule comme une grande, qui parle de l'intelligence des oiseaux, avec des petits dessins que j'ai fait tout le temps, et qui devrait être publié au printemps prochain. Mais on en reparlera quand il sera sorti. Donc, ça marche. Voilà. Très bien. Bon, micro-pause. À de suite.